Bonsoir et bienvenue. Lundi, nous avons interrogé les musées et leur imaginaire idéal avec Laurence Descartes et Kader Attia. Ce soir, je voudrais m'intéresser à un autre imaginaire des musées, peut-être le opposé, c'est-à-dire les musées sous pression, sous la pression des gouvernements, des artistes, du public et de l'institution elle-même. Il s'agit d'un regard sur les musées et certaines de leurs imaginaires contestés. Ce sont les musées où certains d'entre nous travaillent chaque jour. Ce sont les musées que le public découvre à travers les œuvres d'art qu'il voit, les histoires qui sont racontées dans leurs galeries, mais aussi celles qui ne le sont pas. Ce sont les musées auxquels les artistes se confrontent et qu'ils interrogent, et que les activistes prennent pour cible. Chacune de ces réalités du musée produit un imaginaire différent de celui produit par l'institution. En préparant cette conférence, je me suis rendu compte qu'elle abordait également bon nombre des questions qui m'ont préoccupé au cours des 30 dernières années. Parfois, certaines de ces questions peuvent sembler sans rapport avec la question plus large de la présentation et de l'interprétation de l'art. Mais en fin de compte, elles sont une partie essentielle des imaginaires des musées et de mon expérience dans les musées. Je ne suis pas le seul à réfléchir au musée de cette manière. Les peintures d'Hubert Aubert, représentant la grande galerie du Louvre, imaginée à la fois nouvelle et en ruine, sont un exemple parmi d'autres de cette tension, même critique, entre le potentiel énorme des musées et la possibilité de leur propre destruction. Il en existe beaucoup d'autres, notamment les réflexions de Charles Baudelaire sur les musées tiraillés entre l'art qu'ils exposent et la violence inhérente à leur propre création et aménagement. Baudelaire comprenait qu'il existait une contradiction entre le musée tel qu'il souhaitait qu'il soit et la réalité de sa nature. Le musée de Baudelaire, comme l'a noté Donatien Gros, est en tension entre sa démocratisation et son statut de temple, son ouverture géographique et son statut de réceptacle des chefs-d'œuvre occidentaux, son rôle de bibliothèque où on apprend à voir et comprendre les objets et sa projection en lieu de contemplation. Plus récemment, les livres comme Culture Strike, Art and Museums in an Age of Protest de Laura Raikovich s'aventurent aussi sur ce terrain, comme le font de nombreux autres ouvrages. Afin de vous donner une idée de ce que j'entends par la pression des imaginaires contestés, je voudrais évoquer 4 exemples. La situation politique actuelle aux États-Unis et ailleurs, la question des œuvres d'art pillées ou spoliées dans les collections publiques, les grèves et les manifestations dans les musées et la volonté de décoloniser leurs collections et leurs programmes. Une grande partie de ma réflexion sur les imaginaires contestés découle de la manière dont les artistes que j'admire ont remis en question les musées et leurs stratégies. Il y a cependant un sujet important que je souhaite aborder. Il s'agit du vol le 19 octobre du bijou dans la galerie d'Apollon. Je ne veux pas entrer dans les détails de ce vol effronté, car ceux-ci ont été répétés à maintes reprises dans les médias. Ce qui m'intéresse, c'est l'impact de ce type d'attaque sur notre perception du musée. J'utilise le mot « attaque » à dessein, car les voleurs ont violé l'idée du musée en tant que sanctuaire ou lieu sûr pour les visiteurs et les œuvres d'art. Malheureusement, les vols sont plus fréquents que nous voulons bien l'admettre dans les musées. Ce n'était pas le premier vol commis au Louvre ou en France, par exemple, et hélas, ce ne serait peut-être pas le dernier. Certains vols, comme celui du musée Isabel Stewart Gardner en 1990, où 13 œuvres d'art ont été volées, restent non élucidés. D'autres, comme le vol d'un ready-made de Marcel Duchamp au Museum of Modern Art
en 1995 se termine par la restitution de l'objet à défaut de l'arrestation du voleur. Chacun de ces vols, même lorsque les œuvres sont retrouvées et les auteurs arrêtés, érode la confiance dans nos musées et dans ceux qui en assurent la gouvernance. La réalité est simple. Aucune mesure de sécurité ne peut protéger entièrement un musée, car nos musées sont des espaces civiques conçus pour accueillir un grand nombre de personnes. Ils ne sont pas conçus pour être des coffres-forts dans une banque. Et je ne pense pas que nous souhaitons qu'ils soient protégés à l'excès, au point de remettre en cause l'idée que la culture, au sens large, appartient au peuple dans les sociétés démocratiques. Mais lorsque des œuvres d'art sont volées dans des lieux que nous considérons comme sûrs, des lieux que nous associons à notre identité nationale, des lieux qui sont importants pour notre vie personnelle, l'angoisse et le sentiment de trahison sont vifs. L'imaginaire qui en découle est celui d'une institution vulnérable et fragile, où le débat entre sécurité et accès, entre espace civique et forteresse, se joue en temps réel sans réponse facile. Alors que la France se remet de ce vol, une autre forme de pression tout aussi menaçante s'exerce aux États-Unis. Le gouvernement actuel est en train d'abroger toute une série d'initiatives qui ont permis aux musées d'enrichir leur collection en y incluant davantage d'œuvres d'art réalisées par des femmes, des Afro-Américains et d'autres personnes de couleur, et de diversifier leur personnel de la même manière. Des institutions telles que le National Gallery of Art et le Smithsonian Institution, à l'instar de nombreuses universités, sont devenues la cible des efforts déployés par le gouvernement pour modifier en profondeur le contexte social et culturel du pays. Ils veulent surtout remplacer ce qu'ils appellent le wokisme par ce qu'ils considèrent comme le patriotisme. Mais il s'agit d'un patriotisme fondé sur la nostalgie d'une société blanche, chrétienne et homogène, centrée sur la famille, qui relève davantage du mythe que de la réalité. Le risque très réel est celui d'une autocensure importante, en particulier sur les questions de race, de genre, d'antisémitisme et même des droits des Palestiniens. Je crains un retour à une approche plus prudente et conservatrice de la part des musées en termes de recrutement, d'exposition et du public cible. Mais les musées américains ne sont pas les seuls à subir ce type de pression. Le réseau des organisations muséales européennes a récemment averti que la majorité des 153 musées qu'il a interrogés estiment être soumis à une pression politique accrue ayant un impact sur le budget, leur programme et leurs déclarations publiques sur des questions politiquement sensibles. J'ai passé des décennies avec mes collègues à essayer d'élargir le champ de vision du Museum of Modern Art et d'autres musées, et d'y inclure un éventail beaucoup plus large d'artistes et de conservateurs du monde entier, d'ouvrir le dialogue au sein du musée à une population plus diversifiée et d'encourager le débat et même la discorde au sein du musée. Ce sont précisément ces types d'initiatives qui font l'objet d'une attention particulière, car elles témoignent d'une Amérique pluraliste et diversifiée, qui croit en la liberté d'expression et de pensée. À moins que les musées ne trouvent le moyen de résister à la pression considérable exercée par les gouvernements pour contrôler leurs programmes, que ce soit aux États-Unis ou ailleurs, ils perdront peu à peu leur statut d'institution parmi les plus fiables au monde. C'est ce qui se passe sous les régimes autocratiques et fascistes. Et personne ne devrait se faire d'illusions. Cela se produit lentement, mais sûrement. Et puis, soudain, il est trop tard pour renverser la situation. Avec cette perte,
l'imaginaire du musée en tant que lieu de débat et d'engagement, d'apprentissage et de réflexion où nous pouvons découvrir ce que nous ne savons pas et trouver une communion avec des artistes et des communautés inconnues disparaîtra. Ma réflexion sur les pressions exercées sur les musées, qu'elles proviennent du gouvernement, d'activistes, d'artistes ou du public, a été fortement influencée par le travail de l'artiste allemande Andrea Geier. Son projet, intitulé Manifeste, actuellement présenté en partie au Palais de Tokyo dans le cadre de l'exposition Echo Reverb Delay, nous invite à imaginer les musées d'une manière profondément personnelle. Et, en même temps, Manifeste met en évidence la tension entre ce que nous attendons des musées et ce qu'ils sont réellement capables d'offrir. C'est cette tension, qu'elle soit ressentie par les militants, le personnel, les artistes ou le public, qui est au cœur de cette conférence et qui met en grande partie le musée sous pression. Geier réfléchit depuis plusieurs décennies sur les musées. Manifeste est le fruit de son travail au Musée d'art moderne de San Francisco sur Grace McCann-Morley, une pionnière méconnue de l'art moderne. Brillante, queer et féministe, Morley a mené une carrière remarquable à San Francisco, qui a débuté en 1934 lorsqu'elle a été engagée comme première conservatrice du musée et s'est terminée en 1958 lorsqu'elle a été contrainte de démissionner de son poste de directrice. Geier explore la tension entre désir personnel et possibilités institutionnelles, qui est clairement révélée dans la vie de Morley, mais qui peut facilement être transposée à quiconque imagine le musée comme un lieu qui lui appartient. Le projet de Geier s'appuie sur le musée en tant que symbole du statu quo et entreprend de lui imposer un autre ensemble de valeurs. Elle formule des phrases libératrices pour résister à un ordre établi, dans lequel le musée incarne un espace civique qui reflète la dureté des conditions sociales et politiques de la communauté. Son projet invite les visiteurs à imaginer ce que le musée peut être pour eux. Je veux un musée, j'ai besoin d'un musée, j'imagine un musée. Le titre de ces conférences s'inspire en partie de ces mots et en voilà quelques exemples. Je veux que le musée fasse de la place pour que ma voix, si longtemps réduite au silence, puisse enfin s'exprimer. J'ai besoin que le musée remette en question les idées reçues sur ce qui est rationnel et ce qui est scandaleux, pour nous aider à nous réimaginer nous-mêmes et nous réimaginer sans cesse les uns et les autres. J'exige un musée qui puisse libérer mon désir et contenir son immensité en retour. Je veux que le musée soit un lieu où l'espace commence à trembler et où les sols se fondent. En identifiant le musée comme un espace de désir convergent et aussi contradictoire, Geier le définit comme un lieu de transgression. Elle exige qu'il ne soit pas contraint par des traditions qui nous empêchent d'affronter le désordre du présent. Ce faisant, elle invoque l'affirmation du poète, philosophe caribéen Édouard Glissant, selon lequel chacun a droit à son capacité et à sa résistance. Et quand elle dit qu'elle veut un espace qui commence à trembler, elle rappelle à nouveau Glissant, dont l'idée de tremblement peut être comprise comme le sentiment instinctif que nous devons refuser toutes les catégories de pensée impérialistes et figées. Pour Geier, le musée doit être un lieu qui accueille la pression des visions concurrentes et de la mission de l'institution, de son histoire vécue et de la constitution de ses collections.
Geyer comprend que le musée est à la fois réceptacle de nos désirs et la cause de nos besoins. C'est pour cette raison que nous exigeons qu'il réponde à nos attentes. Et lorsque nous estimons qu'il ne le fait pas, nous réagissons vivement. L'exemple le plus évident de cela est la série de manifestations et d'actions qui les ont agités depuis le début de la pandémie. Les manifestations dans les musées ne sont bien sûr pas un phénomène nouveau. Il y en a beaucoup au fil des ans, surtout pendant les troubles sociaux et politiques des années 1960, ou encore l'instabilité géopolitique des années 1980 et 1990. Mais elles ont été particulièrement intenses ces derniers temps. Par exemple, en 2021, le Museum of Modern Art est devenu le cible du strike MoMA. Plusieurs organisations militantes se sont réunies tous les vendredis pendant 10 semaines pour manifester et pour me hager. Chaque organisation avait ses propres objectifs, mais toutes étaient unies dans leur volonté de mettre fin à la dépendance du MoMA, à ce qu'elles appelaient la philanthropie toxique, et à la relation entre le chairman du musée et le financier déchu et prédateur sexuel Jeffrey Epstein. Plusieurs membres du personnel et de la conseil d'administration ont été sensibles à certaines de ces revendications. Et il faut dire que quand ces manifestations arrivent au musée, on ne peut pas savoir comment l'équipe personnelle et même les trustees vont réagir. Et la pression que ces manifestations exigent est énorme. À plusieurs reprises, les manifestants du MoMA sont devenus violents. À un moment donné, ils ont même agressé l'un de nos agents de sécurité du musée. Celui-ci, heureusement, n'a pas été gravement blessé. Mais à partir de ce moment-là, toute la sympathie que le personnel pouvait avoir pour leur cause s'est volatilisée. Alors que les manifestations au MoMA visaient les membres du conseil d'administration, d'autres manifestations, notamment en Europe, se sont concentrées sur les personnes et les entreprises qui financent les musées. La famille Sackler, par exemple, a fait l'objet d'une attention particulière. Bien qu'elle ait soutenu de nombreux musées en Grande-Bretagne, aux États-Unis et en Europe, elle est également propriétaire du Purdue Pharma. Elle a tiré d'énormes profits de la production de l'Oxycontin, un analgésique très efficace mais addictif qui a entraîné de nombreux cas de surdose et de décès. Nan Goldin, une artiste qui a été dépendante à l'Oxycontin, a fondé l'organisation militante PAIN, Prescription Addiction Intervention Now. Elle a mené une série de manifestations à Londres, Paris et New York pour attirer l'attention sur la famille et son intérêt financier dans la surconsommation de ce médicament. Ces événements ont suscité un vif intérêt médiatique et ont conduit plusieurs musées à refuser tout financement de la famille, voire à retirer son nom de leur galerie. Les manifestations les plus visibles ont sans doute été celles liées au changement climatique. Je me souviens avoir vu la sculpture de Charlie Ray représentant un cheval et son cavalier à la Bourse de commerce quelques instants après qu'elle a été recouverte de peinture orange et drapée d'un t-shirt blanc sur lequel était inscrit « Il nous reste 858 jours », faisant référence à un rapport indiquant que l'humanité disposait de 3 ans pour réduire ses émissions de CO2. Et c'était vraiment choquant de voir cette sculpture magnifique en orange avec la peinture partout et les gens qui ont été étonnés parce que c'était comme le vol ici au Louvre, un acte de violence. Cette œuvre avait été prise pour cible par des militants pour le climat du groupe Dernière Rénovation. Des militantes affiliées à d'autres groupes climatiques,
dont beaucoup étaient soutenus par Eileen Getty, héritière du magnat du pétrole J. Paul Getty, par le biais de son Climate Energy Fund, ont également attaqué de nombreuses autres œuvres en 2022. De nombreux visiteurs qui se trouvaient dans ces musées au moment des attaques ont exprimé une certaine colère sur les réseaux sociaux à l'encontre des militants qui ont perturbé leur visite, même s'ils étaient sensibles à leur cause. Heureusement, comme la plupart de ces œuvres étaient protégées par du verre ou exposées dans une vitrine, aucune de ces attaques n'a causé de dommages permanents aux objets. Récemment, de nombreux militants pour le climat ont appelé à un moratoire sur les manifestations dans les musées. En partie, je crois, parce que leur action bénéficie de peu de soutien de la part du public et trouve peu de soutien sur les réseaux sociaux. Mais, ni à moins, ces manifestations et les vols tels que celui de Louvre ont eu un impact durable sur les relations entre les musées et leurs visiteurs, car elles ont entraîné des changements importants dans les protocoles de sécurité, rendant plus difficile l'accès, la circulation et la visite des galeries. Elles ont contribué à créer un imaginaire du musée comme un lieu de confrontation où se croisent et s'opposent le désir du public de visiter, la volonté des militants de manifester et la mission des agents de sécurité de protéger les œuvres exposées. C'est l'imaginaire d'un musée instable, d'un lieu d'activisme et de controverse, où le plaisir calme de contempler des œuvres d'art est perturbé par les dures réalités du présent. Les manifestations ne sont pas la seule forme de pression qui place les musées en conflit ou en tension avec leur public. La réalité est que les musées ne peuvent jamais répondre à tous les désirs et besoins de leur public, ce qui crée une sorte d'imaginaire fragmenté. Cela est particulièrement vrai lorsque les valeurs du musée et celles du public semblent diverger. Les cas de restitution d'œuvres d'art spoliées pendant la Shoah sont parmi les plus sensibles et les tensions qui en résultent ont souvent des répercussions durables. Pour moi, ce fut l'une des premières crises que j'ai dû affronter au musée. En 1997, le Museum of Modern Art a présenté l'exposition Egon Schiele, The Leopold Collection, Vienna. Au cours des dernières semaines de l'exposition, les héritiers de 2 tableaux exposés ont affirmé qu'ils avaient été confisqués à leur famille pendant la Shoah. Rudolf Leopold, un riche opticien autrichien, a commencé à collectionner les œuvres de Schiele dans les années 1950 et a constitué, au fil des décennies, l'une des plus belles collections du monde. Les tableaux Dead City 3 et Portrait du Wally avaient des provenances différentes, mais ont déclenché ensemble une intense bataille judiciaire qui a fait entrer les questions non résolues de la Shoah directement dans les galeries du musée. Après de nombreuses querelles juridiques, Dead City 3 a été autorisé à retourner à la Fondation Leopold, tandis que Portrait of Wally a été saisi par des agents fédéraux. Pour beaucoup, la décision du moment de participer à la restitution des tableaux à la Fondation Leopold, plutôt que de soutenir activement les héritiers des tableaux, semblait contraire aux valeurs morales et éthiques du musée. Et je dois dire que c'était une décision extraordinairement dure à faire, mais on avait des contrats avec la Fondation Leopold et ces œuvres étaient bien connues par les héritiers. Ils n'étaient pas dans une collection privée cachée. Un film réalisé par Andrew Shea, Portrait of Wally, a critiqué le MoMA et ses dirigeants, dont moi-même, pour ne pas avoir restitué le tableau aux héritiers. Et,
de nombreux journalistes ont trouvé incompréhensible que le sort des victimes de la Shoah ne l'importe pas sur les décisions du musée. Parmi les questions soulevées par cet incident figurait le rôle du musée dans la prise de responsabilité pour résoudre ces revendications. Les retombées de ce débat nous ont amenés, ainsi que de nombreux autres musées, à élaborer des directives pour traiter les revendications liées à la période nazie. La recherche sur la provenance et la restitution fait désormais partie intégrante de notre mission aujourd'hui. La réalité, bien sûr, est que tous les pillages ont eu lieu en Europe. Le rapport Matteoli, commandé en mars 1997 par le Premier ministre français, s'est efforcé de faire la lumière sur le sort d'un grand nombre d'œuvres saisies par les nazis en France, puis repatriées à la fin de la guerre. Beaucoup d'entre elles ont été restituées à leurs propriétaires ou à leurs héritiers à la fin des années 1940. Mais avec l'avènement de la guerre froide dans les années 50, les pays d'Europe occidentale et aussi les États-Unis étaient impatients de tourner la page de la Seconde Guerre mondiale. Les efforts de restitution s'est toléré et les musées où se trouvaient de nombreux objets se sont contentés de conserver ce qu'ils avaient. Sous la pression du public et de la communauté juive dans les récentes années, les musées français, comme les musées partout en Europe et aux États-Unis, se sont intéressés de nouveau avec une énergie renouvelée au programme de restitution des musées nationaux, récupération ici en France. Il y a un an, je déambulais dans les galeries à la recherche de l'orphelin de Luc Tuymans, lorsque je suis tombé par hasard sur une exposition extraordinaire retraçant l'histoire de la famille Javal, marquée par la persécution, le meurtre, la spoliation et finalement la restitution et la réconciliation grâce à un don généreux de 2 tableaux. Et je sais que Sébastien Allard est ici ce soir et j'admire énormément le travail que vous et votre équipe ont fait pour ça. Les œuvres mettent fruits et vers sur une table de Pierre Binois et Nature morte au jambon de Floris van Schruten furent saisies en 1944 par les nazis dans la maison de Mathilde Javal à Paris, puis repatriées d'Allemagne en 1946. En 1951, elles ont été transférées au Musée national de récupération et, après un processus lent, mais vraiment lent et difficile, elles ont finalement été restituées à la famille en 2023, puis presque immédiatement données au Louvre. Bon nombre des questions relatives à la restitution des œuvres d'art spoliées pendant la Shoah concernent également le rapatriement des œuvres d'art pillées par les puissances coloniales en Afrique et ailleurs au cours du XIXe siècle. Je ne veux pas suggérer ici une quelconque équivalence morale. Les racines du pillage nazi sont d'une autre nature que celle du colonisme, mais le niveau d'attention et de surveillance dont les musées font l'objet en ce qui concerne l'art africain est comparable. Dès l'instant où les nations africaines ont accédé à l'indépendance dans les années 1960, des revendications ont vu le jour pour le retour des œuvres d'art emportées de force par les Français, les Allemands, les Britanniques et les Belges. Les musées de toute l'Europe ont refusé de se prononcer sur la légitimité de ces demandes et ont fait de leur mieux pour dissimuler ce qu'ils avaient dans leur collection. Bénédicte Savoy raconte cette histoire de manière convaincante dans le long combat de l'Afrique pour son art, histoire d'une défaite postcoloniale. Mais les revendications n'ont pas disparu,
car ces objets et leur histoire étaient trop présents pour être ignorés. Avec la publication en 2018 du rapport Sarr-Savoy, commandé par Emmanuel Macron, la France a reconnu sa complicité dans le pillage de l'art africain. Mais, tout aussi important, elle s'est efforcée de mettre en place un processus de réconciliation afin de panser les blessures causées par le pillage et la spoliation. La réalité est toutefois qu'il est beaucoup plus facile pour les musées d'acquérir des œuvres d'art que de les restituer. En effet, une fois que ces œuvres entrent dans des collections publiques, en particulier si celles-ci sont inaliénables, un processus minutieux et détaillé doit être mis en place afin de garantir le respect de toutes les lois applicables et d'éviter toute erreur. À titre d'exemple, le musée du Quai Branly conserve plus de 300 000 objets, dont beaucoup ont été collectés pendant la période coloniale, et un certain nombre ont peut-être été pillés. Il faudra des années, voire des décennies, pour mener à bien les recherches nécessaires sur la provenance de tous ces objets. Mais la réalité est qu'à ce jour, seuls 26 ont été restitués à leur pays d'origine. Un nouveau projet, proposé en juillet dernier, vise à faciliter ces restitutions en mettant en place une procédure simplifiée, mais toujours lourde, pour sortir des collections nationales les objets pillés entre 1815 et 1972. Le film de Mati Diop, Dahomey, explore la complexité de la restitution et l'importance de retour des objets pillés dans la vie des communautés auxquelles ils ont été spoliés. Mêlant réalité et fiction, le film documente la restitution des 26 trésors royaux du musée du Quai Branly au Bénin. Diop raconte cette histoire par la voix imaginaire de l'un des objets, une statue du roi Guézo, qui a régné de 1818 à 1858. La statue raconte son voyage et sa captivité. Elle donne une voix, non seulement à elle-même, mais aussi à sa communauté. Le retour du roi Guézo dans l'ancien royaume du Dahomey redonne vie à la statue. André Malraux, qui occupe une place importante dans ses conférences, a beaucoup réfléchi à la vie des œuvres d'art et à ce qui signifie pour elle le fait de vivre plutôt que d'être simplement exposé. Dans un discours prononcé en 1935, lors de la première conférence de l'Association internationale des écrivains pour la défense de la culture, Malraux a déclaré « Toute œuvre d'art est créée pour satisfaire un besoin suffisamment passionné pour lui donner naissance. Puis, le besoin se retire de l'œuvre comme le sang du corps, et le mystérieux processus de transfiguration s'enclenche. L'œuvre entre alors dans le royaume des ombres, et seul notre propre besoin, notre propre passion peut la faire réapparaître. Tel est l'appel de Malraux à reconnaître la relation symbiotique qui existe entre nous et les objets que nous créons. Il soutient que nous avons la responsabilité de préserver notre héritage, mais aussi de veiller à agir en conséquence, une question dont il était sans doute très conscient compte tenu de son arrestation pour avoir tenté de piller un site sacré en Cambodge en 1923. Sortir le roi Guézo de l'ombre du musée du Quai Branly n'est pas simplement un acte de restitution, c'est un acte qui redonne vie à la statue. La restitution et le repatriement ainsi que les différentes formes de protestation que j'ai évoquées au début de mon intervention peuvent toutes être considérées comme faisant partie d'un ensemble plus large de revendications, émanant de critiques d'artistes, du personnel du musée et du public, en faveur de la décolonisation
des musées. C'est un terme que je n'aime pas du tout, car il regroupe trop d'idées différentes. Au cœur de cette revendication se trouve la volonté d'obliger les musées qui ont participé à des projets coloniaux à se défaire des œuvres d'art acquises par pillage ou d'autres pratiques douteuses. Le différend concernant les marbres du Parthénon au British Museum en est l'exemple paradigmatique. Mais la demande de décolonisation comprend également un appel à repenser la manière dont les musées abordent les structures de pouvoir qui les régissent. Cela inclut les mécènes et les activités des conseils d'administration qui ont accès au processus décisionnel, et une demande plus générale visant à ce que les musées européens et américains rééquilibrent leurs collections afin de mieux représenter les pratiques artistiques mondiales et aussi de confronter à leur histoire, de reconnaître leurs préjugés et leurs limites et de changer leur politique d'acquisition et d'exposition et d'interprétation. Ce type de critique existe sous une forme ou une autre depuis les années 1960, voire plus tôt, lorsque les artistes tels que Hans Haacke ont concentré leur attention sur les musées d'art, leurs sources de financement et leur gouvernance. Mais cette critique s'est intensifiée depuis le début des années 2000, en particulier à la suite de la pandémie et des troubles qui ont suivi le meurtre de l'Afro-Américaine George Floyd en 2020, ainsi que les guerres actuelles en Ukraine et Gaza. Certains critiques, même au sein des musées, vont jusqu'à considérer les pratiques muséales actuelles comme nuisables à la société dans son ensemble. Ceux-ci voient les musées comme les dépositaires d'une forme d'hégémonie culturelle qui contribue à l'exclure des groupes marginalisés. Un vaste corpus de recherche s'attache à analyser les multiples façons dont les musées reflètent des rapports de pouvoir asymétriques, perpétuant un accès inégal aux collections ou encore excluant diverses communautés et formes de pratiques artistiques. Les artistes en particulier ont depuis longtemps compris ces enjeux et en sont souvent les critiques les plus perspicaces. Personne, par exemple, ne comprend mieux la manière dont les musées utilisent les systèmes de classification pour renforcer les systèmes de pouvoir et d'autorité que Marcel Brotter. Poète et artiste belge, Brotter a réalisé un projet en plusieurs parties, le Musée d'art moderne, département des Aigues, qui s'approprie les pratiques traditionnelles des musées, telles que le catalogue, l'installation et l'exposition, afin d'interroger les mécanismes de pouvoir et la manière dont les musées construisent leur identité et leur imaginaire. Le Musée d'art moderne, département des Aigues, apparu pour la première fois en 1968 et n'avait ni collection permanente ni mode d'exposition fixe. Il se métamorphosait à chacune de ses présentations. Brotters ajoutant de nouvelles sections ou modifiant celles qui existaient déjà. Voici une annonce pour la section consacrée au XIXe siècle et voici une vue de l'installation de 1968. Brotter satirise l'organisation sous-jacente des musées, mais interroge également la manière dont ils gèrent leur pouvoir et autorité. La critique du musée par Brotters se concentre sur la manière dont l'institution construit des taxonomies de savoir et de pouvoir, ce que les critiques d'aujourd'hui appelleraient le mécanisme de colonisation. Plus récemment, des artistes tels que Thomas Hirschhorn se sont attelés à cette tâche avec des projets tels que le musée précaire Albinet, qui a transféré des œuvres d'art du Centre Pompidou et du Fonds national d'art contemporain vers un quartier ouvrier d'Aubervilliers afin de renverser la structure du pouvoir entre les musées et les habitants locaux.
La question de savoir qui est représenté et qui est exclu des musées est abordée par des Guerrilla Girls. Formées en 1985 par un groupe anonyme de femmes artistes, les Guerrilla Girls se sont réunies pour critiquer la manière dont les femmes et d'autres sont traitées par la société en général et par les institutions culturelles en particulier. Leur travail a eu un impact profond sur plusieurs générations d'artistes, d'Andrea Fraser à Pussy Riot, ainsi que sur des conservateurs et des historiens comme Camille Morino, cofondatrice en 2014 à Paris de l'association AWARE, Archives of Women Artists Research and Exhibitions. Les Guerrilla Girls ont également inspiré des groupes plus organisés que WAGE, Working Artists and the Greater Economy, et Museums Moving Forward, dans les recherches portant sur les questions d'équité salariale et d'inclusion, ainsi que sur d'autres aspects du lieu du travail. L'action des Guerrilla Girls a été entraînée par une exposition d'ensemble consacrée à la peinture et la sculpture au Museum of Modern Art de New York, où seuls 13 des 169 artistes représentés étaient des femmes. Leur travail prend principalement la forme d'affiches et de panneaux publicitaires peu coûteux et faciles à diffuser, souvent placardés de manière sauvage. Combien de femmes ont eu une exposition individuelle dans les musées d'art de New York au cours de l'année dernière et représentatif de leur travail? Publié à l'origine en 1985, il a été repris 30 ans plus tard, en 2015. Le Guggenheim et le Met et le Whitney sont passés de 0 à une exposition. Et le MoMA, nous avons doublé nos expositions d'1 à 2. Ces chiffres restent choquants. Et même s'ils ne sont pas nécessairement tout à fait exacts, ils reflètent bien la tendance. Si par hasard, vous pensez que la situation est meilleure en France, l'affiche « It's even worse in Europe », qui date également de 1985, montre que ce n'est clairement pas le cas. Leur travail combine souvent colère et humeur pour souligner la puissance de leur critique. Do women have to be naked to get into the Met? Montre une femme nue masquée, inspirée de la grande odalisque d'Ingres, sur un fond jaune criard. Cette œuvre met en évidence le fait que seulement 3% des artistes de la section moderne exposée sont des femmes, alors que 85% des nus exposés sont féminins. Malgré 30 ans de militantisme des Guerrilla Girls et le soutien considérable de nombreux conservateurs et universitaires, les musées ont encore un long chemin à parcourir pour remédier à la sous-représentation des femmes et d'autres minorités d'artistes. En 2024, par exemple, les acquisitions du MoMA d'œuvres d'artistes femmes ne représentaient que 38% de l'ensemble de ces acquisitions, tandis qu'au Centre Pompidou, ce chiffre s'élevait seulement à 27,3%. Je voudrais vous présenter un autre projet qui explore les liens entre l'histoire des musées et le pouvoir colonial. Depuis 2016, l'artiste libanais Ryan Tabet développe Fragments, une série d'installations, de publications et de dessins exposés au Carré d'Art Nîmes, ici au Louvre, au Metropolitan Museum of Art et ailleurs. Élève de Walid Rad, dont les images PowerPoint font partie intégrante de mes conférences, Tabet a appris à raconter des histoires à travers l'art qui fait revivre le passé. Fragments entremêle deux histoires, celle des Orsoltates, ou grandes dalles de calcaire ou de basalte excavées vers 1910 à Tel Alaf, dans l'actuelle Syrie, par l'aristocrate et archéologue amateur allemand Max von Oppenheim, et celle du arrière-grand-père de Tabet, Faik Borkosh, qui a participé aux fouilles.
Le projet rassemble les artefacts dispersés de Tel Alaf, aujourd'hui conservés au musée Pergamon, au Met, au Louvre et d'autres musées, ainsi que les frottages et les dessins de Tabet, des archives et un tapis offert à son ancêtre par des Bédouins vivant près du site. Ce tapis, partagé entre les descendants de Bourkoche, au fil des générations, devient une métaphore de la manière dont les vestiges de Tel Alaf ont été dispersés dans les musées. Exposés sur un échafaudage, ces morceaux, manquants et ces aliments irréguliers, car quelques-uns de la famille n'ont pas prêté aux expositions, font écho aux absences et aux disjonctions dans notre compréhension de l'histoire et du patrimoine culturel. La tradition familiale ajoute une autre dimension. Von Oppenheim aurait espionné pour l'Allemagne en série, tandis que Bourkoche l'aurait espionné pour la France contre von Oppenheim, inscrivait ainsi l'archéologie dans les luttes de pouvoir plus larges qui ont défini les projets coloniaux européens. Une grande partie des matériaux excavés a ensuite été détruite lorsque le musée berlinois de von Oppenheim a été bombardé pendant la Seconde Guerre mondiale. Des milliers de fragments ont été minutieusement réassemblés des décennies plus tard par le musée Pergamon. Tabet a emprunté certaines de ses œuvres restaurées pour ses différentes expositions, ajoutant ainsi une autre signification à l'idée de fragments. Mais soulignons également la fragilité du patrimoine culturel et des institutions chargées de le protéger. Fragments nous rappellent également de la complexité de l'histoire et de la manière dont les récits personnels croisent les grandes histoires politiques. Le projet de Tabet nous permet de voir comment cela peut se produire dans l'espace du musée, où ces récits personnels et géopolitiques convergent continuellement. Les œuvres de Broters, des Guerrilla Girls et de Tabet montrent comment les musées créent le pouvoir et l'autorité à travers leur stratégie d'exposition, en mettant des classes entières de personnes en se concentrant sur les récits dominants. Ces projets ne sont bien sûr pas uniques, et de nombreux autres artistes, surtout dans les dernières décennies, ainsi qu'un grand nombre de chercheurs, ont également exploré ces questions. Pour ma génération de directeurs, de conservateurs, d'éducateurs et d'administrateurs, formés dans un monde marqué par la théorie postcoloniale et façonnés par les pensées des philosophes comme Jacques Derrida ou Michel Foucault ou d'autres, nous comprenons que les musées reposent sur des structures asymétriques de pouvoir et d'autorité et qu'ils peuvent être lus à travers le prisme du contrôle et de la crainte. Démêler ces enjeux est bien sûr complexe et souvent propre à chaque institution. Le mouvement visant à décoloniser les musées, non seulement au niveau de leur collection, mais aussi de leurs pratiques et de leur programmation, est particulièrement délicat, comme l'ont montré des théoriciens postcoloniaux comme Hobibaba. La relation entre colonisés et colonisateurs ou entre voix dominantes et voix marginalisées n'est jamais aussi simple que certains critiques voudraient le croire. Et elle aboutit souvent à des formes d'hybridité ou de métissage culturel qui émergent de ce que Baba appelle l'espace intermédiaire entre les cultures. C'est cet espace où les idées et les pratiques se heurtent et interagissent. J'ai pris toute la mesure de cette complexité il y a quelques années, lors d'une conférence internationale de directeurs du musée à laquelle j'ai participé. L'un des principaux sujets de discussion portait sur la manière de repenser les musées et leurs programmes dans cette ère de décolonisation. Une grande partie des échanges visait à accroître la présence d'artistes du Sud global dans les musées européens et nord-américains, ainsi que celle d'artistes autochtones, queer et d'autres artistes historiquement marginalisés, ainsi de contrebalancer la domination d'artistes blancs, principalement masculins, européens et américains.
Un collègue indien nota qu'il était la seule personne de couleur à parler. Pour lui, cet appel de décoloniser les musées, qui trouvait un écho auprès de directeurs du musée blanc et d'origine européenne, était profondément problématique. Problématique parce qu'il demandait à certains directeurs d'institutions d'ignorer leur propre histoire, comme si, dans son cas, la domination britannique et le joug colonial imposé pendant plus d'un siècle en Inde n'avaient pas existé, entraînant chez les artistes indiens autant de réponses variées, d'adaptation, de croisement avec la culture et les idées britanniques, ainsi absorbées au sein de leur propre culture. Il fit remarquer que si le nom de son musée avait été changé, passant du Prince of Wales Museum au Chhatrapati Shivaji Maharaj Vastu Sangrahalaya, j'ai étudié toute la journée pour le prononcer, il était toujours possible de reconnaître sans rougir ses origines coloniales en maintenant sur l'esplanade devant le musée la statue du prince de Galles. Et il était aussi possible de développer des politiques et des programmations qui reconnaissent le passé colonial de l'Inde sans pour autant occulter son indépendance présente. Son argument, en somme, était qu'il était bien plus intéressant de saisir à bras le corps du passé en soutenant des initiatives qui s'y confrontent au sein du musée et de ses collections, que de tenter de les cacher ou de prétendre effacer l'histoire. L'imaginaire qu'il cherchait à créer était un imaginaire large, embrassant dans sa complétude un éventail contradictoire et conflictuel de forces politiques, de perspectives socio-historiques, qui pourraient ainsi coexister et se confronter. Sa vision, celle d'une Inde ouverte à son passé et à son histoire, était d'autant plus remarquable qu'elle se déploie dans le contexte de la montée du nationalisme hindou qui cherche à effacer non seulement le passé britannique de l'Inde, mais également les 600 ans de son passé musulman. Tous les exemples que j'ai cités ce soir, la pression des gouvernements autocratiques, les manifestations au Louvre, au MoMA et à la Bourse de commerce, en passant par les victimes et les héritiers d'œuvres d'art pillées ou acquises illégalement, jusqu'aux militants et au personnel qui veulent décoloniser les musées, font partie des nombreuses pressions auxquelles les musées doivent faire face aujourd'hui. Il peut sembler paradoxal qu'au moment où les musées soient devenus si populaires, qu'ils soient également devenus la cible d'actions civiques. Mais c'est précisément en raison de leur popularité et de leur rôle crucial en tant qu'institution civique que tant d'intérêts différents s'intéressent autant d'eux. Comme Andrea Geier nous le montre, les musées reflètent nos besoins et nos désirs, ainsi que notre vision du monde. L'un des plus grands défis pour toute personne dirigeant un musée aujourd'hui est d'expliquer à ces différents groupes d'intérêts que leurs valeurs et leurs préoccupations, aussi importantes soient-elles, ne peuvent pas toujours être les mêmes que celles d'une institution travaillant dans le domaine public. Ce qui est clair, c'est que le public veut que les musées agissent avec intégrité et les critiques ne tardent pas à souligner lorsqu'ils ne tiennent pas leurs promesses. Tout cela conduit aux imaginaires controversés que j'ai tenté de décrire ce soir. Ce sont ces imaginaires qui naissent des musées sous pression. Ils considèrent les musées comme des lieux de conflit, où des exigences contradictoires et concurrentes restent largement sans réponse. Mais ces imaginaires créent également l'opportunité pour de nouvelles idées et la possibilité d'émerger. Le Louvre aurait-il trouvé une solution mutuellement acceptable pour les œuvres spoliées à la famille Javal s'il n'avait pas reconnu auparavant son rôle dans l'échec des demandes de restitution d'après-guerre? En remodelant l'imaginaire de sa collection,
En se confrontant avec l'histoire de ce MNR, le Louvre a transformé sa relation avec un passé qu'il avait auparavant voulu ignorer ou passer sous silence. Je sais d'expérience au moment que la pression publique est essentielle pour maintenir le musée dans le présent, même si je perds des cheveux. Lorsque cette pression est douloureuse et perturbatrice, on peut être d'accord ou non avec les artistes et les militants et leurs causes, mais nous avons besoin d'eux pour mettre les problèmes sur la table. C'est pourquoi André Geyer, Marcel Broters ou Nan Golden sont si importants. Ils sont souvent prêts à dire et à faire ce que les musées ont besoin d'entendre. Ils m'ont aidé à comprendre que les musées doivent être courageux et prendre des risques intellectuels et programmatiques, que nous devons défendre les causes et les questions essentielles au musée dans une société dynamique et démocratique. Nous devons respecter les voix dissidentes et accueillir les nouvelles idées et la diversité des points de vue. Plutôt de craindre la pression, nous devons l'accepter et exploiter son énergie pour nous améliorer. J'ai commencé ce soir en citant André Geyer. Je voudrais donc conclure en reprenant un autre passage de son manifeste qui parle du musée, le musée que j'espère nous sommes en train de créer collectivement. Voici ces mots. Je veux un musée où je peux trouver plus que moi-même. Je veux que le musée soit un lieu où nous pouvons nous abandonner, non seulement à nos propres visions, mais aussi à de nouvelles visions que nous n'avons pas encore imaginées. Des nouvelles visions que nous n'avons pas encore imaginées. Ça, c'est le musée que j'estime. Merci à vous.